On était en dessous de toute l'humanité dans ce centre. Des enfants qui étaient nus, enfermés dans des cages de verre de 3 mètres carrés, sans toilette, sans point d'eau. Des points de suture faits à vif, sans anesthésie. Bonjour Céline Boussier. Bonjour. Vous avez été entre 2008 et 2014 aide médico-psychologique dans un institut médico-éducatif, un IME, dans le Gers, l'IME de Moussaron. Vous avez publié récemment ce livre, Les enfants du silence, donner une voix à ceux qui n'en ont pas. Qu'est-ce que vous dénoncez dans cet ouvrage? Ce que je dénonce dans cet ouvrage, c'est des faits de maltraitance et de maltraitance institutionnelle, des décès d'enfants, d'ados et d'adultes polyhandicapés, des enfants qui étaient nus, enfermés dans des cages de verre de 3 mètres carrés, sans toilette, sans point d'eau, des points de suture faits à vif, sans anesthésie, sous le motif que ces enfants ne ressentaient pas la douleur. On était en dessous de toute humanité dans ce centre. Décrivez-nous un peu le cadre, cet IME, à quoi il ressemblait et quels cas y étaient traités. Vous avez 2 services. Le service qui est la vitrine, qu'on montre aisément à tout le monde, qui est du handicap léger, et le service où j'étais. Donc c'est des enfants qui ont du multiple handicap, physiques et mentaux, et c'est des enfants non verbaux, mais ils communiquent avec les yeux, avec les gestes, ils griffent, ils tapent, ils pincent, mais c'est pas par méchanceté, c'est parce qu'ils n'ont pas d'autres moyens de communiquer. Ça se passe comment à l'intérieur? Ce sont des chambres? Alors il n'y a pas de chambre individuelle, c'est des grands dortoirs, garçons, filles mélangés, de tous âges. Ça peut être le petit bouchon de 5 ans jusqu'au plus grand de 30 ans. Donc les plus grands se masturbaient devant les tout petits sans qu'il y ait d'intimité possible. Vous avez commencé à travailler dans cet institut en 2008, c'est ça? Oui, sans formation. Comment se sont passés vos premiers mois? Qu'est-ce qui vous a marqué dès votre arrivée? Ils sortaient pas, ou très peu, de l'institution. Et on les attachait la nuit, ils étaient contentionnés par des gilets faits maison qui étaient boutonnés dans le dos. Et ça, les parents n'en savaient rien. C'était une violation permanente des lois dans cet établissement. Alors je vais citer un passage de votre livre. Je ne peux pas m'empêcher de faire le douloureux parallèle avec des animaux que l'on attacherait à un piquet au pied de leur niche. Et c'est toujours ce que je pense aujourd'hui. En face de vous, vous avez, je le dis, vous n'avez pas un chien, vous avez un enfant, vous avez un ado, vous avez un adulte, un être humain qui est comme vous. Vous racontez aussi des scènes de violence physique contre certains enfants. Vous dites notamment, lors d'une journée terrible, je surprends une professionnelle en contrat à durée indéterminée, en train de gifler un enfant. Je vois l'enfant se mettre en boule par réflexe. La fameuse claque éducative. J'ai demandé des comptes parce que moi ça me parle pas. On ne frappe pas un enfant. Enfin n'importe quel enfant au monde, on ne le frappe pas. Et moi on me répond que oui, c'est une claque éducative et qu'on voit pas en quoi ça choque. De toute façon, il comprend pas. Donc Vous racontez aussi dans votre livre les punitions abominables qui sont imposées aux enfants. Je vous cite, une enfant restée enfermée 15 jours dans le noir, des clés de bras faites à certains résidents polyhandicapés pour les forcer à manger. La clé de bras, en fait, vous mettez le bras de l'enfant derrière et vous appuyez pour qu'il ouvre la bouche, pour qu'il mange. Et vous doublez cette clé de bras avec les deux doigts ici sur la bouche. Évidemment, en faisant pression, il est obligé d'ouvrir la bouche pour manger. Alors pardon, mais c'est du gavage là, c'est pas autre chose. Vous racontez aussi les morts, puisqu'il y en a eu dans cet établissement, notamment en mars 2009, Naïma, polyhandicapée qui allait avoir 20 ans, fait une crise d'épilepsie dite de grand mal, c'est-à-dire avec perte de conscience. Vous alertez l'équipe, la hiérarchie, mais il ne se passe rien, et Naïma décède. Moi, c'est un drame parce que quand je suis là à ce moment-là, je suis en formation, je suis pas diplômée encore, et que je sens bien qu'il y a quelque chose qui va pas. Donc j'ai le réflexe de la mettre en PLS, en position latérale de sécurité, et j'appelle la direction et je leur dis, elle est toujours pas revenue. Enfin, je veux pas partir. On me force à partir, et j'ai rappelé le médecin directeur à 16h et il m'a dit état comateux normal, tout va bien, il n'y a pas de quoi s'inquiéter. Sauf que si, il y avait de quoi s'inquiéter, et qu'elle n'a pas été soignée à temps, et que la famille n'a jamais eu la vérité. Vous y êtes resté 6 ans dans cet institut. Qu'est-ce qui vous a fait continuer? Pourquoi vous vous êtes pas dit, je peux pas faire ça, ça me révolte, je m'en vais? J'ai été lâche et j'ai eu peur, parce que j'étais maman célibataire, il fallait absolument que je bosse, et j'avais 2 enfants à nourrir, et j'étais pas prête. Et 2013, l'événement de trop,
J'ai craqué. Qu'est-ce qui s'est passé en 2013? On a eu toute une série d'événements, dont le petit A qui est venu en vacances une semaine. Il a passé une semaine à manger le mur, manger sa protection, manger le vomi qui régurgitait. Enfin, et puis les cris, je les ai encore dans l'oreille, les cris de cet enfant. Et là, je me suis dit, c'est pas possible, quoi. Enfin, stop. Et donc, j'ai été voir un syndicat. Et là, je leur ai tout lâché. Et ça a donné lieu à un rapport en novembre 2013 qui était, mais implacable. Il y avait bien situation de maltraitance institutionnelle. Aujourd'hui, cet IME est toujours ouvert. Toujours ouvert. C'est le groupe Clinipol qui l'a repris.